Ouais, ben, on va y aller. Je pense qu'on est pas mal tous prêts. Bonjour, bonsoir. Ravi d'être avec vous et bravo d'avoir survécu votre deuxième journée à l'Agile Tour et d'être aussi courageuse et courageux pour assister à une dernière conférence qui n'est pas tout à fait une conférence. Comme vous le savez, demain, on va fêter un anniversaire qui a été l'introduction de ChatGPT le 30 novembre de l'année passée. Puis vous avez vu que cette année, il y a eu pas mal de conférences qui ont parlé du sujet, à juste titre, notamment peut-être celle de Sylvain que vous avez vue un peu plus tôt à 13 heures. Moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une démo. J'ai une dizaine de démos en fait, de prêtes. Donc il y a du contenu, mais on va parcourir ça ensemble. Je vais quand même faire une petite introduction pour ceux qui n'étaient pas, à la conférence de 13 heures. Ok, on va faire une introduction. Je vois qu'il y a eu des choix de fait, c'est correct. C'est correct. Hop, on va commencer, si tu veux bien, voilà. Donc le sujet accompagnement agile augmenté par ChatGPT. Vous allez voir que tout ce qui est ici a été fait par ChatGPT, avec un petit peu de mon aide, mais j'ai pas fait grand-chose. Je vais me présenter sur la diapo suivante. Donc Frédéric Moreau, je suis coach agile et associé chez Devio Conseil. Moi, en tant que coach agile, en fait, je travaille principalement sur le volet plus organisationnel de l'agilité. Donc mes sujets de prédilection, c'est plutôt les flux de valeur, les OKR, la transformation en fait du mode de gestion d'un mode plus control and command vers un mode un peu plus agile. Donc forcément, ça va teinter un petit peu les démos que je vais vous présenter. C'est moins orienté Scrum, choses comme ça. On est plus sur des aspects un peu plus organisationnels, on va dire. Puis j'ai essayé vous allez voir, de maintenir comme une trame, comme une histoire au niveau de ces différentes démos. Alors, pour faire cette conférence, forcément, première chose que j'ai faite, c'est demander à ChatGPT, crée-moi la conférence, s'il te plaît. Alors, avant même d'aller dans le contenu, la première chose que je lui ai demandé, parce que moi c'est comme ça que je fonctionne avec un visuel. Donc je lui dis, est-ce que tu peux me créer en fait une image de conférence qui puisse illustrer en fait correctement ce qu'on va faire. Puis on va passer directement en mode démo, s'il veut bien. Hop. C'est la magie du direct, vous voyez. Bon là, j'avoue que je prends un double risque. Le premier risque, c'est la connexion Internet, parce que là, on est en ligne, en fait. Le deuxième risque, c'est l'accès à ChatGPT, qui est très compliqué en ce moment, parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Donc là, on est directement dans l'environnement de ChatGPT 3.5 ou 4. Moi, je suis sur une version 4 que j'ai plus le droit d'utiliser dans ma compagnie. Pourquoi ? Parce qu'on a intégré en fait la version Enterprise, donc Copilot. Vous avez une version Copilot en fait Microsoft qui intègre en fait ChatGPT 4. Mais comme j'utilise depuis plus longtemps, j'ai maintenu en fait mon accès privé à ChatGPT, puis je vais m'appuyer là-dessus pour faire les démos. Ce qui fait que premier élément, en effet, je dis à ChatGPT, prépare-moi. Donc je vais vous présenter en fait le principe des prompts. Je ne vais pas aller dans l'explication des prompts de manière théorique, je vais aller de manière pratico-pratique. Ce qu'il faut savoir tout simplement au niveau des prompts, c'est que il y a comme 3 éléments indispensables. Le premier, c'est qu'il faut attribuer un rôle à l'outil. Donc il faut lui dire par exemple, si je lui demande par exemple des conseils en tant que coach agile, je vais le positionner en tant que coach agile. Donc je vais dire voilà, tu as un profil de coach agile avec autant d'expérience, etc., etc. Deuxième élément, quand c'est pertinent, amener du contexte. Et puis troisième élément, le plus important, des instructions. Donc tout ça, en fait, ça forme ce qu'on appelle des prompts, qui sont les requêtes finalement qu'on va envoyer à l'outil. Donc le prompt en fait que vous voyez au début, je ne sais pas si vous arrivez à lire dans le fond là. Non. Donc je vais vous le lire rapidement. Je dois donner une conférence sur l'utilisation de ChatGPT à des personnes qui accompagnent les entreprises dans leur transformation
à l'aide d'approche agile. J'ai besoin que tu m'aides à construire le contenu de cette conférence en tenant compte du contexte suivant. Donc là, je lui attribue un rôle. J'ai besoin de ton aide pour ça. Voilà le contexte. Puis peut-être que je me suis trompé. Hein. Les participants sont des Scrum Masters, Product Owners, Coach Agile et tout autre rôle d'accompagnateur de transformation agile en entreprise privée et organismes publics. L'accompagnement débute le plus souvent par une analyse des besoins de transformation de l'entreprise concernée, la définition d'une cible de transformation avec des objectifs clairs, puis la définition d'une feuille de route réaliste mais ambitieuse pour atteindre les cibles et les bénéfices attendus. Donc j'étais assez descriptif, en fait, vous allez voir un peu trop. J'étais un peu trop descriptif finalement dans l'analyse du contexte. Pourquoi ? Parce qu'il a vraiment tenu compte de ces éléments-là pour me proposer un programme. Alors que bon, en réalité, les démos vont être plus larges que uniquement ces éléments-là. Caractéristiques de la conférence, ça sera une démonstration d'une série de prompts qui peuvent aider en fait les participants dans leur travail. Il y aura des prompts simples et des prompts plus complexes. La durée totale de la démo sera de 45 minutes. Les 15 minutes restantes seront utilisées pour l'introduction d'une période de questions-réponses. Donc je lui ai demandé de me générer en fait un programme. Ce qu'il a fait, donc il m'a proposé un programme avec une intro en 15 minutes, comprendre les besoins de transformation, j'ai pas fait ça. Définir une cible de transformation, j'ai pas fait ça. Donc toute la suite au niveau du programme, en fait, je l'ai adapté. Pourquoi ? Parce que j'aurais pu en fait revenir sur mon prompt, l'éditer, le modifier, mais il m'a donné quand même une trame que j'ai pu utiliser pour dire ok, il y a des éléments que tu me proposes ici, c'est intéressant, mais finalement j'ai pas vraiment besoin de toi pour définir le contenu de la conférence qui est en fait une série de démos. Voilà. Mais je voulais quand même le tester. Pour l'image de la conférence, bon, il y a bien entendu, comme vous le savez, il y a des plugins qui sont associés en fait à ChatGPT. Je voulais générer une image, donc j'ai demandé à ChatGPT en fait de demander à DALL-E. Donc DALL-E, c'est le plugin en fait de OpenAI qui permet de générer des images. À l'époque, quand j'ai généré ça, il n'y avait pas en fait les dernières évolutions du début du mois. C'est un peu la difficulté de la démo, c'est que tout ce que vous allez voir, si vous refaites les prompts, probablement que les résultats vont être différents aujourd'hui. Parce que ça évolue en fait à tous les jours. Bon. Ce qui fait que ce qui est intéressant, c'est plus donner des idées en fait de prompts. Après, les résultats vont certainement être différents encore dans une semaine. Donc je vais demander en fait, vous voyez, un prompt relativement simple de générer une image d'un conférencier qui donne une démo de prompt utile à un public qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique à l'aide d'approches agiles. Il m'a proposé des trucs, dit OK. Je n'étais pas forcément super convaincu, donc je lui ai redonné des instructions. Il m'a proposé d'autres éléments, puis j'ai dit ah tiens, celle-ci me plaît bien, mais je préférais que ce soit sur fond noir parce qu'on est beaucoup en noir. Puis je lui avais demandé aussi de me mettre du texte dans les images, puis là on voit que ça marche pas du tout. C'est du faux texte, c'est pas lisible. Il n'est pas capable d'écrire du texte. Pas aujourd'hui en tout cas. Dans un mois, j'en sais rien, mais là pour l'instant c'est pas le cas. Et donc finalement, il m'a sorti celle-ci que vous avez vue tout à l'heure dans le PowerPoint, sur lequel je vais revenir tout de suite. Voilà. Donc, hop, on continue. Hop. Petite introduction quand même. Donc, c'est quoi ChatGPT? Donc, c'est un outil conversationnel qui fait partie de la famille de l'IA générative. Alors moi, je ne suis pas un expert en intelligence artificielle, mais chez Levio, on a des gens qui sont des experts là-dedans, ce qui fait que c'est eux qui m'ont alimenté avec 2 slides de mise en contexte, c'est tout ce que vous aurez en termes de slides. Donc, on définit l'IA générative, en fait, chez Levio, c'est notre définition, comme des algorithmes qui ont la capacité de générer du contenu nouveau. Donc ça peut être du texte, de l'image, du son et de la vidéo aujourd'hui, ce qui n'a jamais été créé par le passé. Ça, c'est l'élément important, c'est que ça crée en fait du nouveau contenu. Ce que ça veut dire, c'est que quand ChatGPT ne sait pas, il va quand même créer quelque chose. Donc on peut pas, ça c'est pas la vérité. Il faut être en mesure quand même d'orienter l'outil et d'interpréter en fait, de sélectionner finalement, de faire du pick and choose sur qu'est-ce qui est intéressant là-dedans puis qu'est-ce qui l'est moins.
Hop. Pourquoi utiliser l'IA générative? C'est ma dernière slide. Quelques bénéfices. Résumer un document, rédiger un courrier. Alors, résumer un document, oui. Là, depuis le début du mois, en fait, la nouvelle version de ChatGPT permet en fait de résumer plus de contenu. À l'époque, quand j'ai commencé à utiliser ça au mois de mars, 2 pages PDF, il n'était pas capable de me les résumer. Parce que ça fonctionne avec des tokens, puis c'est très limitatif en termes de volume de données. Maintenant, ça a évolué. J'ai pas encore fait des tests avec des documents un peu plus importants, mais ça s'en vient. On peut rédiger des courriels, une politique, un article de blog. J'ai fait ça aussi. Préparer une formation, ça, j'ai pas encore fait ça. Challenger vos idées, proposer des améliorations, oui, beaucoup. Automatiser de la veille technologique, ça c'est intéressant aussi. Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT fonctionne sur du contenu web qui est plus récent qu'en début d'année. Début d'année, on était en 2021. Là, maintenant, on est en 2023, jusqu'en avril 2023. C'est là où ils s'arrêtent. Et puis, ils essayent, bien entendu, à chaque jour de se rapprocher le plus possible de la date du jour. Établir une stratégie, un calendrier. Comprendre ou mieux expliquer des concepts, etc., etc. J'ai réparé un réfrigérateur avec ChatGPT il y a 10 jours. J'avais un problème avec une pièce, je l'ai pris en photo, je lui ai dit c'est quoi cette pièce, comment est-ce que je peux réparer ça. Il m'a donné des explications, je lui ai dit ok c'est quoi les outils dont j'ai besoin, il m'a présenté les outils, je lui ai dit ok merci. Bon, j'avais pas la vidéo malheureusement qui allait avec, pas pour l'instant mais ça s'en vient. Donc voilà en gros pour le volet PowerPoint de cette conférence. Et on va passer, si vous voulez bien, directement au prompt. Alors avec, bien entendu, quand même dans l'introduction, il faut quand même rappeler quelque chose d'important. C'est que l'IA générative s'appuie sur du contenu, 1, qui est généré par les utilisateurs, 2, par ce qu'ils trouvent sur le web. Ce qui fait que, bien entendu, on ne va pas s'amuser à mettre des données confidentielles dans le ChatGPT. Tout ce que vous allez voir au niveau des prompts sont anonymisés. Je ne dis pas mon client, c'est lui, c'est ça son contexte, etc. Bon, on peut éventuellement deviner quand on connaît un petit peu le marché, mais il faut quand même anonymiser un petit peu vos requêtes. Hein, vous n'allez pas commencer à dire bon, je veux savoir tout l'historique de ma blonde depuis 2012. J'ai pas essayé en même temps, hein, mais j'ai pas essayé. C'est ça. Donc petite réserve quand même sur la notion de confidentialité. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs chez Levio on est passé sur la version Enterprise qui encapsule finalement l'outil dans un espace plus sécuritaire où là en effet on peut s'amuser à résumer des documents un peu plus confidentiels, etc. Bon après moi je suis sur Internet depuis 1992 pour vous dire la vérité, ce qui fait que j'ai toujours un petit peu de réticence à mettre des choses un peu sensibles sur un outil qui de toute façon est partagé. Voilà pour ça. Donc il va y avoir 10 démos. Excusez-moi, j'ai oublié quand même de vous présenter quand même les démos. On va faire ça correctement. Hop, voilà. Donc il y a quand même une trame, j'ai essayé de suivre comme une trame, c'est-à-dire de me mettre en position où j'arrive en fait chez un nouveau client, dans un nouveau contexte. Souvent la première question que j'ai, c'est parce que les clients ont une certaine définition de l'agilité dans leur tête. Donc la première chose qu'on fait souvent en tant que coach agile, c'est repositionner un petit peu le sujet pour le client, pour lui dire en fait voilà l'élément, le domaine dans lequel en fait on va intervenir. La deuxième étape, c'est quoi? Première chose qu'on fait concrètement, c'est il faut faire un état des lieux, faire un diagnostic pour savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est quoi les objectifs qu'on pourrait fixer avec l'organisation pour les accompagner. On va identifier les métriques d'agilité, c'est-à-dire ok, c'est bien joli de se fixer les objectifs, mais quelles sont les métriques qui vont permettre de dire que on est sur un succès à tel moment. Ensuite, on va démarrer une équipe. On va se poser éventuellement la question de livraison. Ah, tiens, est-ce qu'on fait du Scrum, du Kanban? Il y a la question sur Jira quand même que j'ai introduite parce que bon, si on ne parle pas de Jira, on n'est pas en agilité. Le 7e démo, c'est le changement du rôle de chef de projet, qui est une question récurrente qui revient dans toutes les organisations que j'ai pu accompagner.
depuis 14 ans que je fais ça. Enfin, un programme de coaching pour gestionnaire. Donc là, je suis passé plus vraiment sur le volet coaching. Puis je lui ai dit, voilà, vous allez voir, c'est des prompts qui sont plus complexes. En fait, on va aller du plus simple vers le plus sophistiqué, entre guillemets. Là. Je ne dis pas que c'est extrêmement sophistiqué, mais c'est un peu plus complexe. On va finir avec, sur les démos avec les OKR, donc Objective Key Results, quand on arrive dans une approche un peu plus, on va dire, de gestion, entre guillemets, d'entreprise. Comment est-ce que je peux transformer mon mindset de livrable en mindset d'objectif. Et puis, j'ai une petite surprise à la fin qui est toute récente, là, parce que j'ai profité des derniers développements d'OpenAI avant le licenciement et la réintégration du patron pour faire quelque chose de nouveau. Au niveau des questions-réponses, ce que je vous propose, parce qu'il y a quand même pas mal de démos, toutes les 3 démos, je vous propose de marquer une pause. Puis si vous avez des questions, il y a un micro qui est là, puis ça va permettre quand même d'alléger un petit peu le tout, parce que je ne vais pas vous envoyer 10 démos comme ça, surtout à cette heure-ci. Est-ce que ça va comme programme? Est-ce que vous avez des questions générales? Oui? Alors, on va voir qu'au début, en fait, je suis sur 3.5. À partir de la deuxième vague de démos, on va être en effet sur 4. Après, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre les deux? J'ai pas testé en fait j'ai pas vu une grosse différence, si ce n'est quand on arrive en effet sur la fin et notamment sur le point 10 où là c'est des éléments qu'on peut pas faire si on n'a pas la version payante ChatGPT 4 qui est à $23. Moi j'ai pas d'action chez OpenAI malheureusement, mais c'est $23 par mois. Là. Bon, après c'est ça. Donc en gros le prix d'un Netflix de bonne qualité. Bon. Il y avait une autre question. S'il vous plaît, on va essayer pour avec les le micro, questions, essayez d'utiliser le micro parce qu'il y a des gens en ligne qui... Ouais. Oui. Qui a le droit d'auteur des images générées par ChatGPT? Alors au jour d'aujourd'hui, on est dans un vague un peu juridique au Canada. Aux États-Unis, ils sont en train de statuer là-dessus. Au jour d'aujourd'hui, l'image que j'ai générée appartient à personne. Donc après, est-ce que ça va changer? C'est sûr que si tu commences à mettre des données sur des gens ou sur des auteurs spécifiques, là, le droit d'auteur s'applique, mais ça, l'image que j'ai montrée, par exemple, elle appartient à personne. C'est juste pour continuer, mais elle vient de quelque part, il la cherche de quelque part, ChatGPT, il va la chercher de... Il s'est appuyé sur des éléments qu'il a trouvés, il crée en fait quelque chose de nouveau. Ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de droit d'auteur. C'est le principe vraiment de l'IA générative. Quand on dit générative, c'est qu'il crée quelque chose de nouveau. Pareil pour le texte, il va pas faire du copier-coller de texte, il va créer quelque chose de nouveau. C'est peut-être qu'il va dans des banques de livres de droit. Je pense Peut-être va-t-il... Peut-être va-t-il dans des banques libres de droit. Ben, il va scanner tout ce qui existe, mais il va l'utiliser pour créer quelque chose de nouveau. Ça crée. Okay. Il ne fait pas du copier-coller. OK. C'est bon? On est parti avec ça. Hop, reviens donc ici. OK. Donc, on va les prendre dans l'ordre. Donc, première petite démo. Prompt en 3 mots. Alors, j'ai utilisé, vous allez voir, des fois j'utilise l'anglais, puis il y a d'autres éléments sur lesquels j'utilise le français au niveau des démos. Est-ce que je peux agrandir? Ça, c'est une bonne question. Oui, tu regardes. Peut-être même comme ça. Yeah. Ça va comme ça? Ça va mieux? Alors, pourquoi l'anglais et le français? Bon. Sur des questions qui se réfèrent vraiment à des informations, tu sais que ça existe. Bon. En agilité, on est d'accord que 80-90% du contenu est en anglais. Donc moi, j'ai tendance, quand je pose ce genre de questions, j'ai tendance à les poser en anglais parce que je me dis, bon, a priori, le data, les données, en fait, sont plus facilement accessibles en anglais qu'en français. Est-ce que c'est toujours... J'ai pas testé. En fait, ce que je fais, c'est que je fais en anglais, puis vous allez voir en dessous. En fait, je lui demande de traduire, en fait.
Simplement, je dis, ok, traduis-le-moi en français. Ce qui fait que là, je vais demander, en fait, c'est quoi l'agilité d'entreprise ou l'agilité organisationnelle, dépendamment de comment on veut le traduire en français. Et il m'a fourni une réponse que j'ai demandé de traduire, en fait, en français. Il y a d'autres prompts qui sont peut-être moins liés on va dire, à une base d'information de type agile, où là, je l'ai fait en français et ça répond très bien. Bon. Tout ça évolue tous les jours, ce qui fait que peut-être ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui va être complètement faux dans une semaine. C'est possible, hein, je ne prends aucune responsabilité là-dessus. Donc en tout cas, il nous a défini, en fait, il me propose une définition de l'agilité organisationnelle, l'agilité entreprise. Puis moi, quand j'ai lu ça, puis on va le lire ensemble, mais j'ai dit, ok, copier, coller. Ça m'a plu. Après, est-ce que c'est un peu long? Oui, on pourrait le simplifier, il n'y a pas de problème. J'aurais pu lui demander de me synthétiser ça en 2 lignes. Mais l'agilité commerciale, bon, moi je change de terme, je n'utilise pas ce terme-là, mais l'agilité entreprise fait référence à la capacité d'une organisation à s'adapter rapidement aux changements survenant sur le marché, dans la technologie ou les besoins des clients, tout en maintenant ses fonctions commerciales essentielles. Cela implique la capacité de pivoter rapidement au niveau des stratégies, des processus et des opérations, pour répondre aux nouvelles opportunités et aux défis. L'agilité commerciale nécessite une culture de flexibilité, d'innovation et d'amélioration continue, avec la capacité d'identifier rapidement et de réagir aux changements dans l'environnement commercial. C'est bon, non ? Cette approche permet aux entreprises de rester compétitives, de réduire les coûts et d'augmenter la satisfaction des clients en proposant des produits et des services qui répondent à leurs besoins en constante évolution. Bon, c'est en 3 mots, quoi. Une requête de 3 mots, quoi. Donc là, je dis, ok, j'achète. Je prends, j'utilise. On peut le simplifier, mais pour vous donner en effet une idée sur cette première démo, 3.5, donc version gratuite de ChatGPT, qui date peut-être j'ai fait cette requête il y a quand même quelques mois. Est-ce que c'est encore toujours le cas aujourd'hui? Je ne sais pas. Donc parfait, j'ai vu mon client, on s'est mis d'accord. Quand je dis on s'est mis d'accord sur la définition de l'agilité, il y a un élément qui est important qu'on n'exprime pas en fait avec ce genre d'outil, c'est que c'est pas moi qui l'ai dit. Okay, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est ChatGPT qui le dit. Ce qui fait que moi je peux appuyer en fait l'élément, mais il y a comme un truc psychologique qui se passe quand c'est quelqu'un d'autre, un outil informatique qui te dit c'est ça. Les gens pensent que c'est la vérité en fait, hein, entre nous. Donc faut faire attention, parce que c'est pas le cas. Mais en l'occurrence, là je dis c'est ça. Ce qui fait que là, il y a beaucoup moins de discussions. Puis on va voir qu'au niveau des bénéfices, bon, je sais pas s'il y a des coachs agiles dans la salle ou pas. On est très très fort pour avoir des grandes discussions sur des questions existentielles, ok, ce qui a le don de m'exaspérer comme assez souvent. Et la dernière fois, et c'est pas si longtemps que ça, on avait une question justement, bref, sur les PO. J'ai fait le prompt dans le chat GPT. On est arrivé en fait, parce que là je t'ai dit, il y en a pour 3 mois, quoi. 3 mois de discussion, quoi. Je suis arrivé avec la requête, je dis voilà le résultat. En 1 heure, on s'était tous mis d'accord. On a modifié, on a ajusté certains éléments, mais en 1 heure, c'était fait. Alors que sans, ça nous aurait pris 3 mois, c'est sûr. Bon, je vois mes collègues qui y sourient, mais ok. C'est ça. Donc super, on s'est mis d'accord sur c'est quoi l'agilité. Maintenant, la question c'est ok, super. Mon client me dit mais ok, c'est quoi mon besoin? Sur quoi est-ce que je dois agir? Je dis ok. Bon, les coachs agiles, Scrum Master, on a tous des diagnostics, soit qui viennent de cadres existants, du SAFe ou autre, soit qu'on a créé nous-mêmes au fil des années. Moi, j'en ai un en fait sur 10 axes, qui est assez copieux, on va dire, assez précis. Mais je dis ok, je vais demander à ChatGPT qui a l'air un peu plus synthétique que moi des fois. Vous voyez, pareil, un prompt très très simple, en 1 ligne. Crée-moi un diagnostic pour mesurer le niveau de maturité de l'agilité d'une entreprise. Et là, l'outil me sort un diagnostic en fait en 6 axes. Et là, je lis les 6 axes avec les questions qui vont avec. Okay, 18 questions. Et là, je vois le truc.
Et j'ai pris mes affaires, je les ai mises à la poubelle et j'ai dit ok, je vais m'appuyer là-dessus. J'ai utilisé 80% de cet élément. Bon, là il y a 18 questions. Je suis monté à 20. Dépendamment du contexte, forcément tu vas adapter un petit peu. Mais 80%, 90% du stock, tel quel. Ce qui fait que vous voyez la complexité de la requête avec un résultat 6 axes. Donc, je pense que est-ce que je les ai traduits en français après? Ouais. Pratique et processus agile. Alors, souvent, les diagnostics sont focalisés uniquement là-dessus. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir si tu fais le Scrum by the book ou pas. Mais il y a quand même 3 questions qui permettent de savoir où est-ce que tu en es par rapport à ça. Un deuxième axe sur la collaboration et la communication. Ça touche à la culture, collaboration, etc. Amélioration continue. Est-ce que la notion d'apprentissage fait partie en fait de la culture de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des processus par rapport à ça? Des réunions de rétrospective par exemple? Autonomie et pouvoir décisionnaire. Les équipes ont-elles l'autorité et l'autonomie nécessaires pour prendre les décisions? Donc vraiment le truc fait du sens là. Orientation client. Y a-t-il une forte emphase sur la compréhension des besoins et préférences des clients? Retour sur l'information, donc la notion de feedback également qui est intégrée. Flexibilité, adaptabilité. L'organisation réagit-elle aux changements sur le marché, aux exigences des clients? Comment ça se traduit dans les processus, les structures, etc. Et il me dit en plus, voilà comment tu peux l'évaluer sur une échelle de 1 à 5, tu peux faire comme ça. Bon, jusque-là, je continue à être cliente. Donc, je dis, super, j'adapte ça. Et on va continuer sur la 3e démo. Puis on va marquer une petite pause après pour vos questions éventuelles. Donc une fois que j'ai fait mon diagnostic, j'ai identifié les leviers sur lesquels l'organisation doit focaliser pour augmenter en fait son agilité. Je dis ok, mais maintenant, bon, c'est quoi les métriques en fait que je pourrais proposer à mon client pour mesurer justement l'évolution de cette maturité et surtout les bénéfices qu'apporte l'agilité. Bon, la maturité, c'est pas nécessairement la performance. Moi, ce que je veux, c'est des métriques plutôt orientées performance pour l'organisation. Donc, on va aller sur des métriques. On est encore sur des prompts simples. Hop, pardon. Alors, hop, je vais agrandir tout ça. Voilà. Donc là, on retrouve un petit peu ce que j'expliquais tantôt. Petite mise en contexte de l'outil. Donc, je crée un persona. Je dis voilà, tu es un expert en transformation agile, tu as beaucoup de succès depuis longtemps à aider des grandes compagnies, organisations publiques à faire leur transformation. Depuis le diagnostic initial, nanana. Donc, je donne un petit peu plus de viande autour de l'os par rapport à ça. Puis après, j'arrive avec mon besoin. Je dis voilà, j'ai besoin en fait d'aider l'entreprise en fait à identifier les facteurs de succès clés d'une transformation agile. Avec des exemples pratiques, si possible. Et donc, quelles sont les métriques? Et puis, à la fin, pour chaque métrique, j'ai besoin que tu me dises quel indicateur peut être utilisé et comment le calculer. Et enfin, non, c'était pas là. Donc, je lui demande s'il peut m'aider avec ça ou s'il a besoin de plus d'informations. Parce qu'on ne sait jamais, je ne vais peut-être pas poser toutes les bonnes questions. Donc là, il me dit oui, absolument, je peux t'aider là-dessus. Et donc là, il me présente une liste en fait de 10 indicateurs clés. Alors là, c'est sûr que c'est bon, mais forcément, il faut vraiment faire du pick and choose parce que dans le contexte de mon client, tout n'est pas applicable. Mais ce que j'ai aimé, en fait, c'est que ça m'a apporté une ouverture que j'avais pas forcément par rapport aux métriques. Moi, j'étais plus focalisé sur certaines métriques, mais là, il m'a rappelé qu'il y avait d'autres métriques qui existaient aussi. Et je dis, c'est vrai que je pense pas souvent à ces métriques-là. Donc, tout ce qui est vélocité, prédictabilité, avec indicateur, calcul, exemple. C'est pas très, très sophistiqué, mais c'est très structuré. Voilà, si on va dans l'exemple, là, ok, vélocité de sprint. Personnellement, c'est pas une métrique de performance, donc je la mets de côté. Elle est intéressante pour d'autres choses, mais pas pour ce que je recherche. On calcule le nombre, donc il m'explique en quoi ça consiste et il me donne un exemple. Ok.
Des métriques sur la qualité. Est-ce que je l'ai traduit en français, ce truc-là? Je suis pas sûr. Oui, absolument. On va le lire en français, tant qu'à faire. Donc, métriques de qualité. Densité des défauts. Je dis, tiens, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'avais pas pensé à celui-là. Donc, tous les défauts, en fait, en termes de développement. Puis ça, c'était intéressant. Le temps de cycle, ok, c'est assez classique. Temps de prise en main, intéressant. Donc, temps depuis la création d'un élément de travail jusqu'à sa réalisation. Le taux d'échec de changement. Je l'aime bien celui-là. J'avais pas forcément pensé en fait en amont, mais c'est intéressant en effet de savoir le pourcentage de changements qui échouent dans une transformation, dans des développements notamment. Donc il m'explique comment le calculer, diviser le nombre de changements échoués par le nombre total de changements, puis multiplier par 100. Ok, intéressant. Fréquence de déploiement, basique, ok. Satisfaction de l'équipe, certainement. Satisfaction des partenaires, absolument. Temps de mise sur le marché, celui-là je l'aime beaucoup. Donc combien de temps prise entre l'idéation et la livraison d'une fonctionnalité aux utilisateurs. C'est une métrique assez puissante. Comment on le calcule, un exemple. Et puis les défauts échappés. Ça c'est intéressant, c'est ok, on a vérifié nos bugs, etc. On a essayé de corriger la situation, le produit est parti sur le marché, mais c'est après qu'on se rend compte, les utilisateurs identifient d'autres bugs, donc c'est intéressant d'avoir aussi cette métrique-là, dépendamment des contextes, bien entendu. Voilà, puis j'aime bien toujours à la fin, il donne toujours des petits conseils. Genre, t'es un peu bête, alors je vais quand même t'expliquer 2-3 trucs. Ok. N'oubliez pas que ces métriques sont utiles, il est essentiel de les interpréter dans leur contexte, etc. etc. Donc il met pas sa main à couper, tu sais, il est très diplomate là-dedans. Puis je suis allé un petit peu plus loin. Je dis ok, c'est super, mais moi j'aimerais savoir quelles sont les 3 métriques les plus souvent utilisées pour mesurer les bénéfices de l'agilité dans une organisation. Et merci de m'expliquer pourquoi. Donc là il me dit ok, d'après mon expérience et les données disponibles, voici les 3 métriques. Vélocité de sprint, temps de cycle, taux d'échec de changement. Bon, ok. C'est pas forcément ma réponse à moi, c'est pas forcément ça que j'ai utilisé, mais je voulais voir qu'est-ce qu'il me proposait. Puis ce que je me suis dit en fait par rapport à ces réponses, c'est que probablement que le contenu sur lequel il s'appuie est un contenu principalement technique. C'est-à-dire qu'il s'appuie beaucoup sur des métriques de livraison en fait, et pas des métriques business. Pourquoi? Parce que l'agilité, 80% du temps, on parle de métriques de livraison sur le marché, on ne parle pas des métriques business. Donc ma question était peut-être un peu trop pas adaptée en fait à la réalité de l'outil. Hop là, on va marquer une petite pause, si vous voulez maintenant, si j'avais retrouvé mes affaires. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-ci? Et on va attendre le micro, s'il y en a. Oui, c'est moi. Oui, pardon. Pardon. Ma question, c'est un peu un commentaire sur justement l'éditorial que vous avez fait sur le fait qu'il y a une distance psychologique entre ce que vous auriez émis comme commentaire et ce que ChatGPT amalgame, dans le fond, un peu pour vous. J'ai l'impression que c'est comme consulter plusieurs dictionnaires pour avoir une définition et finalement en faire une qui fait notre affaire au final. Donc, il y a un travail intellectuel derrière. Je ne sais pas si ça... Il y a un travail de transformation de l'IA générative. Mais comme on l'a vu, sur des requêtes simples, enfin, pas forcément simples, c'est des requêtes sur lesquelles, en principe, peut-être que si je demande la définition de l'agilité, je serais étonné que le système ne soit pas capable de me donner une définition qui tienne la route. Pourquoi? Parce que c'est documenté. Mais c'est la question, en fait, qui émerge de ce commentaire-là, c'est justement, est-ce que vous avez vu ou testé de prendre une phrase, de la mettre dans Google entre quotation marks, puis de dire, est-ce que ça a été pris dans le texte chez un auteur existant? Moi, j'aurais une peur bleue de citer quelqu'un sans... Parce que je pense que c'est un des défauts de ChatGPT. On ne sait pas où est-ce qu'ils ont pris leurs ressources. Donc, il crée du contenu. Ce qui fait que le texte en fait, qu'on a vu au niveau de la définition de l'agilité, tel quel, je l'ai vu nulle part.
L'Alliance Agile, Agile Alliance, a des définitions d'agilité. Il y a 2 définitions en fait qui sont très bonnes aussi. Il y en a une qui est très liée au TI, développement logiciel. Il y en a une autre qui est plus générale, qui est bonne. Il y a différentes sources, Safe, Propose, Discipline Agile aussi, etc. Mais le texte en fait qu'on a lu là, je l'ai vu nulle part ailleurs. Il ne fait pas du copier-coller, il crée quelque chose de nouveau. Ce qui fait que... Et il s'appuie en fait principalement sur, un, ce qu'il trouve sur le web, et 2, sur ce que moi, ce que nous allons populer finalement dans le système. Donc, et puis quand on reformule en fait des prompts, par exemple, moi, ça m'est arrivé de reformuler des prompts, parce que, je me suis rendu compte que j'aurais pas dû mettre ce mot-clé là, parce qu'il est parti dans une direction, donc forcément j'ai orienté l'outil. Tous ces changements-là, en fait, sont pris en compte dans les prochaines requêtes de quelqu'un qui va faire une requête assez proche de la mienne. Tout ça est intégré. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est pas du copier-coller. Ouais. Oui, ben moi, ça rejoint un peu la question de madame. C'est est-ce qu'on sait si les sources sont des sources fiables et vérifiées ou ça peut être n'importe quoi? Par exemple, si moi, je décidais d'aller faire une page PDF que j'ai écrit sur Word, j'ai intitulé « L'agilité », puis je mets comme texte « Le ciel est bleu ». Bon, est-ce que ça se peut que ça soit utilisé comme source pour générer ce texte-là parce qu'il y avait le mot-clé « agilité » ou c'est quoi le mécanisme de l'algorithme qui déjà c'est vrai qu'en agilité, le ciel est bleu. Il faut le reconnaître, c'est le premier point. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas se fier sur le contenu qui est généré. Et je continue à utiliser Google dans mes recherches. Pourquoi? Parce que si j'ai besoin en fait d'avoir une base documentaire, puis vraiment d'aller chercher des sources, etc., je vais faire confiance à Google. Je ne vais pas faire confiance à ChatGPT. Par contre, si j'ai besoin d'avoir une lecture structurée, claire de certains éléments, je vais aller dans ChatGPT. Éventuellement, je vais aller vérifier certaines informations dans Google. Et puis, je me fie aussi sur mon expérience pour dire, OK, ça fait du sens, ça fait pas de sens. Je sais que des fois, il m'a généré du faux contenu. Enfin, quand je dis faux contenu, c'est que, ouais, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est quand on arrive sur, crée-moi, comment est-ce qu'on transforme une entreprise en agile? Tu sais, le comment, là, il me sort des trucs, je dis, OK. C'est plus complexe que ça. Après, j'ai pas été dans des prompts non plus très complexes, mais il y a des éléments sur lesquels il sait pas répondre du tout. C'est ça. Moi, ma question elle est plus sur la pratique. Moi aussi, je l'utilise et je galère un peu. Au niveau des prompts, quand tu lui parles, est-ce que je vois que tu mets beaucoup de contexte. Puis est-ce que tu t'adresses à lui? Parce que je vois, tu lui dis, tu es un organisme. De quelle manière, est-ce que tu as des tips à nous donner? De quelle manière tu t'adresses à lui pour que ta réponse soit, au-delà de donner les caractéristiques, etc., que ta réponse soit vraiment... peut-être que je l'utilise mal, parce que parfois je trouve qu'il m'envoie complètement... où il ne comprend pas vraiment ma demande. Mm-hmm. Donc est-ce que tu t'adresses à lui comme si c'était à quelqu'un à qui tu poses des questions? J'ai vu là comment tu as formulé. Ouais. Je ne sais pas si tu as des conseils sur ça. Oui, après, bon là je vous présente des choses que j'ai retenues, mais j'ai fait une dizaine d'erreurs avant d'arriver sur le prompt, en effet, qui correspondait finalement à ma demande. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous oblige à clarifier nos demandes. Ça, j'aime beaucoup. Parce qu'en effet, s'il commence à te présenter quelque chose, c'est pas ça que tu cherchais, ok, ça veut dire qu'il faut que je fasse un pas de recul, puis que je revoie comment j'ai interrogé le système, parce que ça veut dire que ma demande n'est pas claire. Et tout à fait. D'ailleurs, une fois, j'ai rentré une requête avec une fausse information sur les OKR, en disant que, donc en citant l'auteur, puis il m'a dit non, c'est pas lui l'auteur, c'est lui. J'étais là, ah ouais, c'est vrai. On c'est un peu bête des fois. Mais comment on fait pour savoir qu'il ne nous dit pas des bobards?
Ben, c'est là où il faut savoir. Ben, je dis qu'il faut savoir, c'est que Mais si je sais pas, si tu ne sais pas, tu vas vérifier sur Google. c'est Google. OK. Si tu sais pas, tu vas vérifier sur Google. Ou sinon, ce qu'on fait tous, c'est que on va voir notre collègue, puis on dit est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche? Je demande à un humain. Ouais. On va continuer si vous voulez bien, parce que je vois le temps quand même qui file. On va passer sur des démos un petit peu plus ardues, on va dire, entre guillemets, un peu plus complexes. Donc là, je dis ok, super, on a défini les objectifs, les métriques, nanana, nanana. Et puis là, je veux commencer à démarrer en fait une équipe. Donc je suis toujours persona, un expert en agilité. C'était un petit peu embêtant, c'est un peu répétitif en fait. Ce qui fait que je vous montrerai. Alors, il y a un élément que j'ai oublié de vous dire quand même, si vous utilisez la version, je pense, 3.5 aussi, c'est que vous pouvez en fait conditionner l'outil. Donc moi, dans l'outil, en fait, je lui ai dit que moi, j'étais coach agile. Voilà un peu ce que je fais. Et je lui ai dit aussi autre chose, je lui ai dit, si tu connais pas la réponse, dis-le moi. Parce que forcément, ChatGPT est fait pour donner des réponses. Donc, il va inventer n'importe quoi s'il ne trouve pas la donnée, en fait. Et en effet, je ne sais plus quelle requête, mais j'avais fait une requête, et il m'a dit, bon, ça, je ne sais pas, mais voilà les sources d'informations sur lesquelles tu peux t'appuyer. Merci. Donc, il y a quand même moyen de le conditionner. Donc, là, j'ai commencé à utiliser une autre approche. Je dis, voilà, je suis la personne responsable du développement et de l'évolution d'une nouvelle plateforme de microservices qui va accélérer le développement logiciel. J'aimerais que tu m'aides à démarrer cette équipe. Donc j'ai un peu contextualisé quand même le démarrage d'équipe. Et je ne lui ai pas demandé en fait de me le faire. Je dis, est-ce que tu peux m'aider, oui ou non? Genre, me mens pas. Ah oui, je peux certainement vous aider à démarrer cette équipe et à mettre en place des pratiques agiles pour accélérer le développement de votre plateforme. Blablabla. Il a réutilisé mes mots. Ok. Donc là, première question. Quelles sont les activités nécessaires au démarrage de l'équipe? Je lui mets du contexte. Tiens compte du fait que les membres de l'équipe sont déjà choisis et informés. C'est pas la peine qu'ils me passent ces étapes-là. Et que tout le matériel nécessaire pour présenter la raison d'être, les objectifs du produit et les premiers travaux à réaliser sont définis. Donc, me dis pas que je dois passer par là aussi. J'aimerais que l'équipe soit fortement engagée dans ce projet qui est important pour notre entreprise. Donc, il me faut de l'engagement, là. Elle me dit, OK, super. Puis là, il me propose ce qu'on appelle un lift-off, donc un démarrage d'équipe. Séance de lancement, donc kick-off, organiser la réunion, etc. Je ne vais pas forcément lire tout le contenu. Pense aux formations en agile, s'assurer que les membres ont un minimum d'informations sur de quoi qu'est-ce qu'on va faire. Définir les rôles et responsabilités, création d'une vision partagée, planification initiale, mise en place des outils de l'environnement de travail, établissement des normes et des pratiques, engagement de l'équipe, réunion rétrospective, communication continue. Ok, c'est pas mal. Bon, c'est pas très détaillé, on est d'accord, mais moi étant feignant, comme tous les humains, j'ai bon, ok, nourris-moi, après je vais faire ma cuisine. Mais c'est quoi les ingrédients de départ là? J'ai pas envie d'ouvrir le frigo puis de voir ce que j'ai. Okay, donc, ok. Donc là, je lui dis, ok, est-ce que tu peux me proposer un programme détaillé pour la séance de lancement? T'indiqueras pour chaque étape son objectif, sa durée, sachant que l'équipe comprend 12 personnes en tout, dont un chef de projet, un directeur de projet, un product owner, le gestionnaire du product owner, le Scrum Master, et le reste étant constitué de l'équipe de réalisation. Là, ce que je viens de faire, je viens de dire en fait à ChatGPT, je suis en train de faire un peu n'importe quoi. Parce que là, je suis en train de monter une équipe avec la moitié de chefs et puis la moitié de gens qui vont faire la job. C'est pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il va me dire. Est-ce qu'il me dit quelque chose? Elle me dit, ok, pas de problème, 12 personnes, une équipe de 12 personnes, tu commences à dire il y a un problème. Donc, il me propose un plan, en fait, il me dit rien. Il me dit, ok, tu fais ton accueil avec la durée, etc. Ok. Mais bon, moi, je ne vais pas m'arrêter là. Mais est-ce que tu penses que mon ratio de 5 chefs et accompagnateurs pour une équipe de réalisation de 7 personnes, c'est correct selon ton expérience et les bonnes pratiques du marché?
Là, quand même, dit, le ratio de 5 chefs et accompagnateurs pour une équipe de réalisation de 7 personnes semble être disproportionné et ne correspond généralement pas aux bonnes pratiques de l'agilité. Ah, quand même. Mais il a fallu que je lui dise, hey, je suis dans le champ ou tout va bien, t'sais? Donc là, il me dit, non, t'es quand même dans le champ. Donc, voilà une approche plus courante. Donc, il me dit, voilà, généralement, tu as un PO, un Scrum Master, un chef projet, puis équipe de réalisation. J'ai dit, ok, super, mais tu sais, moi, je suis dans une période de rétrécissement budgétaire, là. Donc, je vais être un petit peu méchant. T'sais. Est-ce que tu penses que je pourrais supprimer un des 3 rôles proposés? Si oui, lequel et pourquoi? Je veux qu'il me... Je lui dis pas, tu sais, je dis, vas-y, propose-moi des trucs. Et là, j'ai beaucoup aimé parce que... parce qu'il propose différents scénarios, en réalité. Bon. Donc, il me propose, tu peux supprimer le chef de projet ou le directeur de projet. Ok. Tu peux supprimer le Scrum Master, le Product Owner, il le met en 3 quand même. Et il me dit, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fin de compte, la décision de supprimer l'un de ces rôles dépendra de la maturité de votre équipe, de votre culture organisationnelle et des exigences spécifiques de votre projet. Il est important de réfléchir attentivement aux conséquences de la suppression de l'un de ces rôles. À mon avis, il y a un grand cabinet de conseil qui est passé par là, je ne sais pas. Mais il est toujours comme ça. Donc là, j'ai essayé de le pousser un petit peu dans ses retranchements, mais il a réussi à sortir par la porte de derrière un petit peu. C'est un peu ça l'effet que ça m'a fait. Donc voilà, on était au 4, ce qui fait qu'on va passer au 5. Donc ok, j'ai monté mon équipe, j'ai supprimé les gens qu'il fallait. Je suis méchant aujourd'hui. Et puis je dis ok, bon maintenant forcément j'ai une équipe. La question, ok les gars, comment vous voulez travailler en agile? Vous voulez faire du Scrum? Vous voulez faire du Kanban? Ah c'est quoi? Nanana. Ok. Donc pareil, t'es un coach. Là je commence à lui parler en français pour dire, on va voir comment il réagit. Okay. Ce qui fait que je fais directement le prompt en français. Je dois conseiller une direction informatique, télécom, même contexte précédemment. Peux-tu me clarifier en fait les contextes dans lesquels Scrum, Kanban et Waterfall sont les plus pertinents? J'ai utilisé le terme Waterfall plutôt que Cascade parce que je me suis dit dans mon inconscient qu'ils connaissaient peut-être mieux ça sur le web que Cascade en tant que tel. Tu présenteras les résultats. Alors là, je lui demande des instructions assez précises. Tu présenteras les résultats sur 3 colonnes. Une colonne pour chacun de ces modes de livraison en affichant les points de différence en texte gras, ce qu'il est incapable de faire, et les points communs, j'ai même fait une faute de frappe, les points communs en texte normal. Ok ? Pas de problème. Donc, il m'a fait ça. Et il me dit, voilà, quand tu utilises Scrum, quand tu utilises Kanban, quand tu utilises Waterfall, donc c'est quoi les principales caractéristiques? Donc, on voit qu'il n'a pas mis le texte en gras, mais il a utilisé en fait les astérix à la place, les étoiles, c'est pour dire que ça... c'est un élément commun ou pas. Donc, alors c'est l'algorithme en fait qui fonctionne comme ça, qu'il n'est pas capable de faire de la mise en forme aujourd'hui en tout cas. Donc, il a utilisé cette astuce que je lui ai pas demandé de faire ça. C'est lui qui a créé finalement cette façon de me présenter le résultat. Et puis il me dit voilà en gros quels sont les points communs. Donc ça il me les a quand même sortis. Et les points de différence. Donc voilà, j'espère que ça clarifie tout. Et je me suis arrêté là parce que j'avais pas vraiment besoin de cette question. Ok. On va continuer avec la 6. Qui doit être ici? Donc la question sur Jira, forcément, il faut qu'il y ait une question sur Jira dans toute démo. Sinon ça va pas. Ah, d'ailleurs, il me l'a scrappé. Si, non, il ne l'a pas scrappé. Elle est là. Pardon. Ok. Donc, question sur Jira. Bon, moi, je ne suis pas super fort en Jira, ce qui fait que là, c'était une vraie question que j'avais. J'ai un collègue qui est super bon là-dedans, mais je n'arrivais pas à le joindre. Ce qui fait que je me suis dit, bon, demandez à ChatGPT, puis après, j'irai vérifier avec mon collègue. C'est ça que j'ai fait. Je dis voilà, j'avais eu tout un débat forcément entre coachs sur l'utilisation des composantes et des étiquettes dans Jira. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence, mais bon. Donc là, je lui dis, tu es un expert de la suite d'outils Atlassian.
direct. Tu n'es plus coach agile, tu es un expert dans ces outils-là. Jira n'a aucun secret pour toi. J'utilise la version Cloud Premium de Jira, donc je explique quelle version je suis en train d'utiliser. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre l'utilisation des composantes et l'utilisation des étiquettes dans Jira? Et là, en effet, il me propose une réponse. Les composantes sont généralement utilisées pour organiser et catégoriser les tâches ou les problèmes et les user stories dans Jira. Donc, structure hiérarchique, rapport spécifique, assignation. Les étiquettes, c'est plutôt, on va chercher de la flexibilité, de la recherche et du filtrage. Ok. Mais moi, j'avais un besoin spécifique en tête. En fait, j'avais pour un client un catalogue de services. Donc, j'ai un client qui fonctionne en Kanban. Ils ont différentes équipes qui fonctionnent en Kanban pour livrer finalement des services. Et donc, la question, c'est, est-ce que je dois plutôt la catégorisation du service, est-ce qu'elle va plutôt dans les composantes ou plutôt dans les étiquettes? Bon, les deux sont possibles, hein, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est recommandé? Et donc, je suis allé un petit peu plus loin en lui demandant comment je devais organiser ça. Donc, pour organiser vos activités dans Jira en fonction de votre offre de service, qui comprend 6 axes, parce que moi, j'avais 6 axes en fait dans mon offre, et 21 services différents, je vous recommande d'utiliser les composantes. Voici pourquoi. Donc, il m'explique pourquoi, parce que je lui ai demandé pourquoi. Et il m'explique, en fait, voilà comment tu vas structurer en fait tes composantes dans Jira. Tu peux faire des rapports personnalisés, l'assignation des les responsabilités se font de telle façon, facilité d'utilisation, filtrage avancé. Tout ça, forcément, comme moi je ne suis pas un expert Jira, je dis ok, ça a l'air de faire du sens, mais je ne suis pas sûr. Ce qui fait que là, j'ai validé avec mon collègue par la suite, et il m'a dit, c'est correct. Tu peux suivre en effet cette approche-là. Il y a d'autres façons de faire, mais ça fonctionne. Donc, il est capable d'aider quand même sur des questions aussi liées un peu techniques sur les outils. Bon, il peut développer du code aussi, là, ça on le sait. On marque une pause, on est à la 6, après on va aller sur des choses peut-être un peu plus complexes. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci. Déjà, je voulais vous remercier en 30 minutes d'avoir mis tous les coachs agiles au chômage. On va le voir après. Non, plus sérieusement, en fait, là, on voit bien que vous utilisez ChatGPT pour vous appuyer et avoir des ressources pour les accompagnements. Quel est le risque, en fait, qu'une entreprise en s'appuyant sur ChatGPT, parce que vous utilisez votre libre arbitre et votre expertise pour affiner, mais quel est le risque pour une entreprise de se dire on va se séparer de l'équipe de coach qui met 3 mois à prendre une décision, et puis on ne va se baser que sur ChatGPT sans se poser de questions parce qu'on n'a pas l'expertise, et du coup on va suivre avec tout ce qu'il dit. Dans un contexte de récession économique ou en tout cas de réduction des coûts, je pense qu'on est tous un peu là-dedans en ce moment, je dirais que le risque est pas mal important. Après, le risque que l'entreprise prenne le mur rapidement, je pense qu'il est pas mal important aussi. Pourquoi? Parce que, tu prends n'importe quelle équipe de hockey ou je sais pas quoi, là, si t'as pas de coach, à un moment donné, ils vont frapper le mur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, notre rôle, c'est d'amener en fait une équipe, une organisation à un autre niveau de performance. C'est pas nous qui formons, qui coachons sur la technique de l'entreprise. Okay? Ce qui fait que toi, ta responsabilité en tant qu'entreprise, c'est de t'assurer que tu as des gens qui comprennent ta business, qui comprennent ton business, tes clients, qui sont capables d'imaginer des produits, etc. Nous, on va les accompagner dans le processus. Donc, après, tu sais, est-ce que j'ai besoin d'un coach? Est-ce que j'ai pas besoin d'un coach? Moi, je pars du principe qu'une équipe performante n'a plus besoin de coach. Est-ce qu'elle en a plus besoin? Jamais, jamais. Je pense pas. Je pense que de temps en temps, faire un petit sanity check, là, en bon français, de vérifier quand même ce qui se passe, c'est bon. Mais avant d'amener en fait une équipe à maturité, puis les équipes, par définition, elles bougent quand même pas mal en ce moment. Ce qui fait que la présence d'un... Quand je dis coach, ça peut être un Scrum Master aussi, voilà, mais il faut au minimum avoir quelqu'un en fait qui assure cette continuité en fait de performance au niveau de l'équipe, parce que l'équipe elle change, parce qu'on est des humains, parce qu'au bout d'un moment on va se fatiguer, on va partir en vacances, on va revenir, on a tout oublié, nos codes d'accès, etc. Alors le reste, autant dire qu'on ne sait plus. Donc il faut quelqu'un pour nous entraîner finalement là-dedans.
Est-ce que ChatGPT peut remplacer ça? Sur plein d'aspects, je pense que oui. Parce que tu sais, les questions de base, là, moi j'estime que mon client, tu sais, je ne suis pas là, oui, je peux répondre, mais je n'ai pas de valeur ajoutée à passer 1 heure à t'expliquer un Scrum. Si tu fais ça avec moi, je pense que c'est du temps qui est mal investi pour l'entreprise. Cette information-là, elle existe. Ce qui fait que va là-dessus, puis moi c'est vraiment ma recommandation, c'est va là-dessus, va chercher du contenu, tu lis ça, tu sais pas, tu as un doute, on s'en parle. Mais documente-toi avant. C'est comme si je lui disais, va sur Google, fais tes recherches, puis après on se parle. Là, l'avantage, c'est que c'est plus simple en termes de lecture. Mais c'est plus dangereux parce que c'est une lecture uniforme. Mais on reviendra sur ton point de qu'est-ce qu'on fait l'an prochain? Est-ce que c'est nous qui serons là? Est-ce que ça sera des humanoïdes, enfin des droïdes? Je sais pas. Peut-être que Agile Tour de 2024, il n'y aura plus que des robots. Non, je pense pas. Je pense pas. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on continue? Oui. Bonjour. Dans le fond, je voulais rebondir sur la question qu'on a eue précédemment, puis situer un peu ChatGPT ou l'intelligence artificielle en matière de performance par rapport à un expert ou par rapport à une personne quelconque là, de carrière dans une entreprise. Puis, je me demandais si là, la performance que l'intelligence artificielle peut apporter, ça serait plus d'automatiser certaines tâches ou bien réduire des efforts de recherche pour permettre à l'humain de travailler plus sur de la coordination, sur de la stratégie ou sur de la planification. C'est sûr, tu sais, dire, si tu es cultivateur, là, tu peux utiliser une charrette à main là, pour faire tes silos. Après, le tracteur est là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre le tracteur, ça va aller plus vite, tu vas automatiser certaines tâches, etc. Ça fait 200 ans, enfin plus que ça, qu'on automatise en fait ce qu'on fait en tant qu'homo sapiens. Là. Ce qui fait que quand j'ai vu l'outil sortir, ChatGPT, j'ai eu le même sentiment qu'en 1995, quand Google est sorti. Parce qu'avant ça, il y avait Netscape, Alta Vista, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu ça, mais souvenez-vous, j'étais sur Internet en 92, ce qui fait que c'était vraiment les trucs universitaires qui étaient là-dedans. On faisait des sites Internet en 93, plaquettes, et trucs, on était contents. Mais quand tu as Google qui sort en 95, tu dis, OK, ça c'est un changement majeur. Ça, pour moi, c'est pareil. C'est demain, je vais plus travailler de la même façon. Et si j'utilise pas l'outil, je passe à côté de quelque chose. Après, c'est pas magique. Mais c'est ça. Je vais juste avancer, si tu veux bien, parce que je vois le temps qui avance, puis on est quand même on a encore un peu de travail. Hein. Changement de rôle du chargé de projet. J'ai rien contre les chargés de projet, hein, vous le dis tout de suite. Mais c'est une question quand même qui revient souvent dans les entreprises. Donc voilà, pareil, je ne vais pas revenir dans le contexte, c'est toujours le même. Mais là, je lui dis, voilà, j'ai besoin que tu m'aides à résoudre ce problème. Alors, donc, je lui dis qu'il y a un problème, des questions par rapport au rôle du chargé de projet. Donc, comment on peut aider en fait à transférer finalement les chargés de projet dans ce nouvel environnement. J'ai besoin que tu m'aides à résoudre ce problème en leur expliquant quelles sont les options possibles pour faciliter cette transition. Et peux-tu m'aider dans cette tâche? Réponds-moi par oui ou par non. Là, il me dit oui. OK. Donc voici, là j'ai une série de questions. D'abord, je veux savoir quels sont les problèmes les plus souvent rencontrés sur les aspects de rôle et responsabilité lorsqu'on change du mode projet waterfall à un mode produit comme Scrum. Donc j'élargis là, je suis très large. Je cible pas sur le chargé de projet. Je dis, c'est quoi les défis en fait que tu es capable de me remonter en général? Donc là, il me dit, en fait, voilà les grands enjeux, résistance au changement, manque de compréhension des nouveaux rôles, rôle du management, attente en matière de livraison, évaluation de la performance, culture de responsabilité. Donc là, il me liste quand même 10 enjeux qui font du sens. Je dis, OK, parfait. Puis là, je précise, est-ce que tu peux développer le point sur la transition du chef de projet dans un environnement Scrum? Y a-t-il les meilleures pratiques dans le marché? Si oui, lesquelles?
Donc là, il fait finalement ce travail de recherche pour moi. J'ai mes idées, mais je veux comme consulter un collègue qui s'appelle ChatGPT là-dessus. Et puis là, il me dit, oui, comprendre les différences entre les rôles de Scrum Master et de Product Owner, par exemple. La notion de formation et d'éducation. L'auto-évaluation. Donc le chef de projet doit évaluer ses compétences et ses inclinaisons pour déterminer s'il est adapté au rôle de Scrum Master. Je trouvais ça intéressant parce que c'est pas fait souvent dans les organisations que je vois. Le changement de mentalité, on en parle rarement, mais c'est hyper important. Développer des compétences en soft skills, rejoindre des groupes ou des communautés de pratique, le mentorat, le coaching, accepter l'incertitude, collaboration étroite avec les autres rôles de Scrum. Donc il m'a présenté un bon résumé des défis. Pourquoi? Parce que moi, je me mets en situation que je suis devant mon client. Ce qui fait que je lui pose les questions de mon client, enfin que j'imagine qu'il va me poser. Question 2, peux-tu me faire une synthèse de ces changements sur 2 colonnes en indiquant dans la première colonne les principaux rôles et postures du chef de projet et dans la seconde colonne les changements en termes de rôle de posture et de posture vers le poste de Scrum Master. Donc là, il me le fait. Il me dit, voilà, le chef de projet qui veut passer en Scrum, voilà en fait les principaux points différenciateurs sur lesquels il va falloir travailler. Ce qui est un bon résumé. Je ne le prendrai pas forcément tel quel, je ferai des adaptations, mais il y a un bon 80% exploitable là-dedans. Et puis, je lui ai demandé de faire la même chose si jamais il convergeait vers un rôle de Product Owner. J'aurais pu mettre d'autres rôles par la suite, etc. Et il me fait le même principe, la même table de correspondance. C'est intéressant parce que notamment pour les gens des ressources humaines, par exemple, ou des chefs qui sont responsables en tout cas de ressources, comme ils disent, c'est intéressant de leur arriver avec des tableaux comme ça un petit peu simplifiés. On est d'accord que c'est un peu plus complexe que ça, là. Mais c'est quand même un bon résumé des points clés sur lesquels il va falloir agir. Donc, utile, gain de temps. Moi, j'estime que l'outil me fait gagner à peu près 80% de mon temps sur ce genre de demande. Mais là encore, il ne dit pas la vérité. Donc, il faut quand même ajuster par rapport à la réalité de l'entreprise dans laquelle on intervient. Coaching de gestionnaire. Donc là, je vais rentrer sur des trucs vraiment un peu plus complexes, entre guillemets. Quand je dis complexe, ce n'est pas forcément en termes de requête, c'est plus en termes de réalisation, de prestations. Donc là, on est vraiment sur du coaching. Donc là, je le remets un petit peu en contexte. Donc, ok, tu es un expert, mais là, je lui dis pas, je lui dis, t'as un coach professionnel MCC. Donc, master coach, donc c'est le niveau le plus élevé en termes de coaching professionnel. Tu es spécialisé dans le développement des gestionnaires et des transformations agiles au niveau organisationnel et stratégique. Puis là, je lui décris en fait mon problème de manière assez complète. Je dis, voilà, j'ai commencé à coacher un gestionnaire qui est nouveau dans son rôle de product manager. Il a été directeur de projet pendant plusieurs années. Il maîtrise très bien les processus de développement d'un projet. Il est nouveau dans un environnement de développement itératif incrémental et dans son rôle de product manager. Et je dis, voilà, il rencontre 3 défis. Donc là, je suis très spécifique par rapport aux défis. 1, il n'est pas à l'aise avec l'incertitude. Je développe un peu. 2, son style de gestion est assez directif. 3, il doit nommer 2 product owners qui vont travailler avec les équipes et il ne sait pas comment les choisir. Bon, toute ressemblance avec des cas existants ne serait pas fortuite. Okay. Donc, est-ce que tu peux me proposer un programme de coaching sur 10 semaines pour répondre à ces défis en précisant le processus proposé étape par étape et les principaux jalons dans le temps? Okay, donc, je lui fais une vraie demande de... T'as un coach, quoi. Professionnel, propose-moi un truc. Et donc là, il me propose en effet un programme. Donc les 2 premières semaines, évaluation initiale, établissement de la confiance. Okay. Semaine 3-4, gestion de l'incertitude et de l'approche itérative. Donc il y va un peu thématique par thématique en fait. Ensuite, transformation du style de gestion, sélection des product owners, consolidation et suivi. Ok. Bon, il me propose un programme. Entre nous, j'utilise pas le programme là. Pourquoi? Parce que il n'a pas tenu compte en fait de l'interaction initiale que j'ai pas encore eue avec mon client pour savoir finalement c'est quoi le premier objectif que tu veux atteindre. Peut-être qu'il veut aller sur les 3 éléments en même temps, peut-être qu'il veut en prioriser un, je sais pas.
Donc là, il part du principe, il est un peu mécanique en fait dans sa réponse. C'est pas mauvais, mais là, on voit un petit peu les limites. En plus, ce que je lui dis après quand même, c'est que bon, moi, j'utilise une approche en termes de coaching sur 4 volets en fait à travailler au niveau de l'humain: le savoir-faire, le savoir-être, le comportemental et la compréhension du contexte. Donc je lui dis, est-ce que tu peux m'intégrer ces éléments d'analyse en fait dans ton programme? Et là, en effet, il m'a intégré en fait ces éléments-là. Là, ça m'a un peu plus rassuré, ça m'a un peu plus donné des pistes par rapport à ce que je pouvais faire. Mais c'est clair que là, je ne fais pas du copier-coller parce qu'on est vraiment sur un sujet qui est l'humain. Et là, c'est un peu plus complexe que... peut-être que mon prompt n'était pas suffisamment précis non plus. J'aurais pu y aller de manière un peu plus précise, mais c'est ça. Donc après, j'ai même continué. Alors, par rapport notamment à, je pense que c'était au recrutement là, de ces product owners, oui, je lui ai demandé aussi de me fournir 10 à 20 questions puissantes pour l'aider dans son coaching. Voilà, donc j'ai aimé les questions qu'il m'a fournies. Bon, après, j'ai pas forcément besoin de ça, mais ça m'a donné quelques idées d'accompagnement pour pouvoir faire du coaching par la suite. Voilà pour ça. On va terminer presque terminer par un dernier sur les OKR. Donc là, autre cas de figure, je suis confronté donc dans une organisation qui est très culturellement orientée sur du livrable et elle souhaite aller davantage sur l'objectif. Donc gestion par objectif, objective key results, donc objectif et cible, donc toute une approche spécifique qui date déjà il y a 30-35 ans. Mais qui est utilisé notamment par Google pour leur développement, etc. Donc je dis voilà, j'aimerais que tu m'aides en fait à... C'est quoi finalement les éléments qui pourraient aider, les 10 questions qui pourraient aider en fait un gestionnaire notamment à basculer son mindset du mindset livraison à un mindset objectif. Et donc là, il m'a proposé des questions que j'ai utilisé à 70%. J'ai un peu ajusté le tout, mais c'était quand même pas mal. Puis je lui ai demandé également, est-ce qu'il y a des questions spécifiques pour les gestionnaires et des questions spécifiques pour les employés. Et puis, il m'a listé également les bénéfices généraux, qui étaient corrects, et 3 exemples, parce que je lui avais demandé des exemples de compagnies qui avaient utilisé l'approche OKR. Ce qui fait que c'est bon. Et comme il nous reste 5 minutes, je voulais terminer par... petite surprise entre guillemets, parce que depuis donc le début du mois, il y a eu la nouvelle version de ChatGPT qui est sortie, où on peut créer des GPT. Donc on peut créer des agents, ce qui m'évite à chaque fois d'abord de conditionner l'outil. Et donc j'ai créé Agile Coach. Hop, s'il veut bien y aller. Pourquoi tu veux pas? Peut-être que je suis mort au niveau de la connexion, c'est pas impossible. Je pense que oui. Bon, bref. Vous verrez dans le PowerPoint que j'ai laissé, vous pourrez en fait aller le voir. Alors, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que les GPT sont accessibles uniquement si vous avez la version payante de ChatGPT, version 4. Mais j'ai conditionné en fait un agent en lui indiquant en fait... Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment le customiser un peu plus en lui indiquant bien entendu son rôle, mais aussi... Quelles sont les sources d'informations d'autorité que moi je t'attribue? C'est-à-dire les sites web, la documentation PDF éventuellement que je peux lui charger. Ce qui fait qu'il va considérer en fait, il va être beaucoup plus ciblé par rapport à certains éléments. Puis pour moi, l'avenir est vraiment là, c'est-à-dire créer des agents de ce type. Puis je sais, chez Levio, j'ai pas vu le résultat. On a créé en fait un chef de projet, donc un agent qui parle en fait avec un développeur, qui parle avec un QA. Les 3 sont des agents intelligents. Ce qui fait qu'ils sont capables en fait de développer du code automatiquement. Vous donnez de l'instruction au chef de projet et il développe des choses. Alors pour l'instant, c'est un peu balbutiement, là, le début, on va dire. Mais tu sais, dans 1 an, je ne sais pas. Toutes nos idées de start-up qu'on a mis dans le carton il y a 10 ans, là, on va peut-être les ressortir pour voir si ça fonctionnerait. Mais c'est ça, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant en tout cas à creuser là-dedans. L'agent que vous avez ici, en fait, il est publié en fait dans ChatGPT, donc vous pourrez le consulter si vous avez la version 4. Vous pourrez le tester, moi j'utilise. C'est sûr que j'utilise plus maintenant à titre personnel.
vais plutôt utiliser notre version maintenant Enterprise, l'entreprise, pour faire mes travaux avec mes clients, mais celui-ci, je le trouve intéressant pour d'autres éléments. On a un petit peu dépassé. Désolé, je ne sais pas s'il y avait une... On s'arrête là. Stop. Pas une dernière question? Si.